là, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Van Hove, qui est vice-président pour l'Europe du Sud. Donc l'Europe du Sud, c'est la France, le Benelux, l'Italie, l'Espagne. Donc le vice-président pour l'Europe du Sud de la société Zuora. Philippe Van Hove, bonjour. Bonjour Guy. Alors avant de parler de Zuora, vous savez que le rythme dans cette interview, c'est de nous dire un peu l'actualité qui a retenu votre attention la semaine passée. Donc l'actualité de notre secteur, mais une actualité qui peut être dans un domaine un petit peu plus large. Donc qu'est-ce qui, pour vous, la semaine dernière, a retenu votre attention? Alors il y a une annonce qui a particulièrement retenu mon attention jeudi dernier. C'est l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron pour lancer le French Tech Visa, qui est quand même une démarche exceptionnelle déjà par sa nature d'ouverture, mais qui surtout est là pour récompenser toute la dynamique de l'investissement du capital risque et de la dynamique des startups en France. Puisqu'aujourd'hui, en 2 mots, donc ça permet cette mesure d'accueillir et de fournir un permis de travail de 4 ans renouvelable sur un modèle de fast track, donc de mise à disposition rapide, à la fois des créateurs d'entreprises, des investisseurs, des employés, rapatrier les familles immédiatement dépendantes de ces personnes, et surtout ça met en exergue le fait qu'il y a une dynamique phénoménale en France au niveau de l'investissement, au niveau des startups. Il y a quelques chiffres qui ont été cités à l'époque qui sont éloquents, puisqu'ils sont passés entre 2014, nous sommes passés entre 2014 et 2016 à près de 1 milliard pour aller aujourd'hui à 2,4 milliards d'investissements faits en termes de capital risque. Et tout ça en France. Et surtout, lorsqu'on regarde un petit peu les sondages qui sont faits auprès des jeunes 18-29 ans, 60% d'entre eux déclarent vouloir créer leur entreprise. Donc il y a une dynamique d'entrepreneuriat phénoménale. Il y a une capacité à innover en France qui est extraordinaire. Il y a une ingénierie assez fabuleuse. On parlera tout à l'heure des différents marchés que nous adressons, mais l'IoT, la France est une nation qui est extrêmement bien positionnée. Et surtout, il y a cet élan politique maintenant qui permet d'accompagner ces démarches. Donc, bravo. Donc tous les clignotants sont au vert. Absolument. Alors, donc vous parliez de start-up. Zuora n'est pas à proprement parler une start-up, parce que vous avez été créé en 2007. Oui. Alors, pour présenter Zuora assez rapidement à nos lecteurs qui connaissent déjà, mais je pense que ça fait pas mal de rappeler un petit peu le contexte général. Donc, on vous présente assez fréquemment comme un peu l'éditeur de l'ERP pour le modèle de l'abonnement. Donc, vous nous direz si vous êtes d'accord avec cette présentation rapide. On voit bien que le modèle de l'abonnement est en train de s'imposer là où il était sur certaines niches dans tout ce qui était activité numérique comme les médias par exemple. Il est en train de s'imposer un peu partout avec la transformation numérique. Et puis vous nous direz aussi finalement pourquoi les ERP traditionnels n'ont pas pu ou n'ont pas su suivre cette évolution. Et également, comment vous faites chez des clients qui sont dotés déjà de ces ERP, comment vous faites pour, là où vous êtes installé, pour communiquer avec ces ERP. Donc ça fait quelques questions qui permettront de présenter un petit peu mieux qui vous êtes. Alors, essayons d'être le plus précis possible dans le positionnement, parce que c'est important. Dire que nous sommes l'ERP du modèle d'abonnement, je pense que c'est en partie vrai et en partie ça doit être complété. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des opportunités fabuleuses qui sont prises par plein de sociétés, qui ont compris qu'il y avait un enjeu énorme à non plus être uniquement dans une vente de produits, qui était parfaitement géré et personnifié par les systèmes ERP, mais accompagner ou créer des nouveaux modèles économiques autour de la vente de services associés aux produits ou purement axés sur du service. On prendra des exemples tout à l'heure. Et ce que l'on constate chez nos clients, la manière dont nous intervenons avec notre solution, donc qui est une plateforme logicielle 100% SaaS, qui permet de démarrer et d'accompagner les entreprises sur le cycle de vie complet de la mise en œuvre et de la monétisation de services. On va à la fois traiter de problématiques de création d'offres, de packaging, de réactivité pour concevoir des offres et accompagner la vie du service et de l'abonnement qui est proposé aux clients finaux, et également d'un point de vue financier d'être capable de mesurer, de piloter la performance économique de ces nouveaux modèles économiques, qui ne sont plus uniquement basés sur de la vente de produits purement transactionnels, mais sur un principe de récurrence. Et l'architecture générale qu'on observe chez nos clients, nous sommes perçus et mis en œuvre de la manière suivante. Vous avez en général un système de front office, un CRM, et vous avez un ERP qui est présent chez l'ensemble de nos clients. Ce qui va manquer entre les deux systèmes, c'est une plateforme logicielle du type de Zuora qui va permettre d'accompagner la dynamique de cette relation avec les clients. Et c'est là où on va retrouver les limites du modèle de l'ERP. Parce qu'aujourd'hui, l'opportunité, la manière dont on accompagne nos clients, ce qu'ils voient, c'est que l'attente du consommateur final qui va non plus souscrire purement à l'achat d'un produit, mais va souscrire précisément à un service, c'est d'avoir une dynamique, une flexibilité, une réactivité dans la manière dont on va analyser son comportement
de souscription et d'abonnement. Et donc l'idée, c'est que dans l'obsession de tous les vendeurs, c'est l'attrition, la rétention du client, puisque c'est ça ce qui est important. En fonction de son comportement, vous allez pouvoir avoir une flexibilité totale sur la proposition de l'abonnement que vous faites. C'est un petit peu ça l'idée. Exactement. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà de la simple perception d'une donnée qui décrit le client dans un CRM, qui est assez statique, et on va y associer des données financières par rapport à l'évolution du comportement d'achat de ce client. Si par exemple il a démarré par une offre gratuite, une offre freemium, qui est un modèle classique d'acquisition de clients qu'on peut retrouver, pour basculer sur une consommation à l'usage, pour demander à un moment de suspendre sa relation parce qu'il va partir en vacances et reprendre son abonnement à son retour de vacances, choisir une nouvelle édition, partir sur un principe de tarification qui va être bundlé avec une offre additionnelle ou un produit. Et toute cette complexité de facturation et d'accompagnement du cycle de vie de l'abonnement et du client ne peut pas être gérée dans un ERP. Parce qu'aujourd'hui, les ERP ne savent pas, ils ont une vision très statique, ils ont été conçus pour accompagner la création d'une offre sur un type de produit, la facturation, la mise à disposition, l'encaissement. Mais dès que vous commencez à mélanger la notion de produit avec des services qui eux-mêmes vont avoir un cycle de vie très différent, qui va varier sans arrêt, les ERP ne vont pas être capables de répondre à cette problématique de flexibilité, de réactivité. Donc la plupart de nos clients ont tous un ERP, ont tous un CRM. Ils réduisent le périmètre fonctionnel de l'ERP à un rôle finalement de livre comptable définitif dans lequel va être comptabilisé de manière définitive à la fois les ventes de produits et de services. Mais toute la partie qui va être en amont, la plus proche finalement de l'ERP, ça va être la comptabilisation et la mise en œuvre de la reconnaissance de revenus liés à ces modèles d'abonnement, va être pilotée depuis Zuora. Parce que lorsque vous souscrivez un abonnement, lorsque vous avez un client qui souscrit une offre que vous lui proposez, il va s'engager généralement sur une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans. La reconnaissance de revenus associée à cet abonnement, ce n'est pas une reconnaissance de revenus classique où vous allez upfront, en début de période, reconnaître la vente. Mais alors, ce qui veut dire que votre produit il peut fonctionner de manière indépendante ou il fonctionne la plupart du temps en complément d'un ERP traditionnel? Alors, il peut travailler de manière indépendante si nous sommes sur un acteur qui a une activité 100% dédiée à de l'abonnement et du service. Donc toute l'activité ERP traditionnelle, c'est-à-dire toute l'activité comptable que vous avez décrite, est prise en charge dans votre solution? Absolument, sur un modèle purement et 100% orienté sur du service et de l'abonnement. Lorsqu'il y a une complémentarité avec des ventes de produits physiques et un abonnement et un service associé, c'est là où on va nous gérer et piloter la partie service et compléter et enrichir le livre comptable qui va être in fine l'ERP pour pouvoir donner cette vision complète. Nos clients, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, il y a un double enjeu pour eux. Il y a des nouveaux parcours qu'ils doivent proposer à leurs clients finaux sur cette flexibilité et il y a de la vente de produits qui est toujours présente. Et aujourd'hui, la flexibilité dont ils ont besoin dans leur système d'information, l'ERP ne peut pas leur fournir. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réduire le coût de l'ERP en diminuant fonctionnellement petit à petit son périmètre, en externalisant auprès de Zuora un périmètre fonctionnel plus étendu sur justement ces créations d'offres, cette facturation flexible, cette réactivité, et quelque part dégager des revenus, parce que le coût de l'ERP étant réduit, dégager des revenus d'investissement potentiellement pour accélérer des investissements sur ces nouveaux modèles récurrents de monétisation, et être capable d'avoir un système d'information le plus intégré possible, avec un rationnel associé à chacune des composantes. La connexion entre les deux se fait de quelle manière? Alors nous avons des connexions natives avec des ERP de type Workday, de type NetSuite, de type après les ERP de type SAP, chaque implémentation est très différente. Nous avons des liens et des connecteurs qui nous permettent de nous adapter, mais in fine, nous faisons le cycle de vie de bout en bout avec une intégration en amont dans le CRM, la création des offres, la facturation, les paiements, la reconnaissance de revenus et en bout de chaîne, on réintègre ces données comptables, donc on sert de livre comptable auxiliaire et on réintègre ces données comptables dans l'ERP, SAP, Oracle ou autre. Une question annexe qui me vient à l'esprit, récemment SAP est en train de forcer ses clients qui justement ont des produits comme ça qui utilisent les données qui sont gérées dans l'ERP à payer des licences. Comment vous vous situez sur cette question-là? Vos clients, est-ce qu'ils ont déjà été impactés par ça ou pas? En général, ils le gèrent d'une manière, dans des négociations auxquelles nous ne sommes pas mêlés. Okay. Ils nous font remarquer cette situation. Parce que finalement, vous êtes complémentaires, mais très concurrents finalement de ces ERP, puisqu'on bascule assez sérieusement vers le modèle de l'abonnement. Alors, nous sommes dans des situations où concurrentiellement, nous avons en face de nous les vendeurs d'ERP, qui sont des legacy qui sont en place, et le directeur général de la BU qui est concerné par la mise en œuvre de ce modèle d'abonnement,
qui voit l'opportunité, parce qu'il voit qu'il y a une demande du marché, confronte son existence, son système d'information, à l'attente et au besoin de fournir ce service à ses clients finaux. Bien entendu, l'ERP qui est en place se prévaut de pouvoir accompagner cette transformation à un coût et surtout avec un périmètre fonctionnel qui soit satisfaisant. La réalité de l'évaluation permet systématiquement, et surtout le retour d'expérience que nous avons avec près de 800 clients dans le monde, et des grands comptes, des sociétés publiques, des gens pour qui il est essentiel de basculer sur ces nouveaux modèles, la réalité nous confirme que ces ERP ne sont pas capables d'adresser ces modèles-là. Donc il y a effectivement une perte de revenus potentiels pour eux, une perte de positionnement sur ces nouveaux modèles, qui sont des modèles de croissance pour les entreprises, et nous sommes effectivement régulièrement en concurrence avec eux. Alors, donc, on a bien compris ce que vous faites, qui vous êtes. Donc, vous avez bien rappelé que vous étiez en 100% SaaS. Donc, aujourd'hui, ça paraît naturel. En 2007, ça commençait à le devenir, mais ça ne l'était pas encore tout à fait. En tout cas, c'est la réalité. Ce qui veut dire que finalement, et vous gérez à peu près, je crois, 40 ou 50 milliards de montants d'abonnements de vos clients. Donc, c'est beaucoup de données que vous pouvez gérer et qui, évidemment, une fois qu'elles sont anonymisées, il n'est pas question de révéler ce que fait tel ou tel de vos clients, mais une fois anonymisées sur différents secteurs, vous permettrait de faire finalement du benchmarking et de donner à vos clients, de les aider à vérifier la pertinence ou non de leurs différents modèles d'abonnement en fonction de leurs concurrents et en fonction de ce qui se passe sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ou quelque chose à laquelle vous pensez? Alors c'est fondamental ce que vous expliquez. Il y a un premier point que vous avez cité qui est l'anonymisation complète des données. C'est un point important. Il y a un cadre réglementaire très précis sur ce sujet-là. Mais bien entendu, ce qu'attendent nos clients, c'est qu'on soit capable de les accompagner dans l'analyse de la pertinence de leur démarche, quels sont les modèles qui fonctionnent par verticaux, dans le manufacturing, dans le CPG, dans le retail, dans la santé connectée, dans les services B2B, et on pourra passer en revue quelques clients tout à l'heure. Mais notre objectif in fine, lorsqu'on aura atteint un volume critique de clients, aujourd'hui que nous avons fixé à près de 2000 clients, nous sommes, d'ores et déjà, nous fournissons un index qui permet à nos clients de comprendre à ce jour quelle est la performance relative des sociétés qui sont dans un modèle d'abonnement versus des sociétés qui sont dans un modèle de croissance, de transaction, de vente de produits. Et on fournit déjà des exemples. On sait qu'il y a une croissance 8 fois plus forte dans le modèle de l'abonnement des sociétés qui sont sous modèle d'abonnement versus les sociétés du Standard & Poor's 500. Donc ça, c'est un métrique déjà qu'on diffuse. On est capable de décrire par verticaux les écarts de croissance, par taille de chiffre d'affaires de société, quel est le niveau de croissance sur des modèles d'abonnement versus des chiffres d'affaires qui sont moindres, la nature B2B, B2C, B2NE mélangeant B2C et B2B. Donc on a déjà quelques métriques qu'on partage, mais à terme, oui, c'est notre ambition. Donc en gros, l'idée, c'est vous attendez d'avoir un échantillon représentatif, c'est un peu ça l'idée. On a déjà un échantillon représentatif avec l'ensemble de nos clients, on communique déjà dessus, mais dans la démarche même d'accompagnement de nos clients, on a une démarche d'accompagnement de valeur. On fait des value assessments, des business cases pour expliquer aux clients les parcours qui fonctionnent et les aider à mûrir, parce que c'est très itératif, c'est encore exploratoire, les aider à mûrir leur démarche. D'ailleurs, entre parenthèses, vous êtes concerné par la GDPR, je suppose. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Et donc, vous avez une démarche. Bien sûr, nous serons parfaitement. Vous serez prêts parce que c'est essentiel. Okay. Alors, on en vient à vos clients. Vous avez cité 800 clients dans le monde, et la plupart, c'est des grosses entreprises. Et certaines sont basées uniquement sur l'abonnement, d'autres sont des utilisateurs de ERP traditionnels. Est-ce que vous pourriez citer deux, trois exemples de clients français qui soient représentatifs de cet échantillon assez varié de clients que vous avez aujourd'hui? Bien entendu. Donc parmi nos 800 clients, on a 100 sociétés publiques cotées en bourse. Oui. Pour elles, ces sociétés, je prends l'exemple des sociétés qui sont dans le monde de l'automobile. Tout le monde a compris qu'on allait acheter de moins en moins de voitures. L'expérience de transport est totalement redéfinie aujourd'hui. Et c'est ça qui est à l'origine du succès de Zuora et de l'opportunité que voient tous les acteurs. Il ne s'agit plus de se concentrer sur comment je vends le plus de produits possible, c'est comment je comprends l'expérience attendue par les clients. Je mets le client au cœur de mon dispositif, j'analyse les usages qui lui plaisent le plus et je construis quelque part une expérience et une marque. La marque n'est plus simplement sur le marketing n'est plus simplement axé sur la marque, mais l'expérience que vont vivre. Oui, en gros, c'est un constructeur, il vend une voiture, mettons, tous les 5 ans, et il vend une voiture, il rencontre son client et il le perd pendant 5 ans, et éventuellement, il va le retrouver 5 ans plus tard. L'idée, c'est de garder le contact pendant toute cette période pour essayer de l'aider et éventuellement de faire un peu de business. Et là, ce principe que vous venez d'écrire, il est valable dans tous les secteurs que nous accompagnons. Je vais vous parler de Royal Canin, vente de croquettes
Je simplifie, c'est la santé de l'animal par la nutrition, voilà la qualité et la proposition de valeur d'Aurel Canin. Ils sont confrontés à un modèle dans lequel ils ont 3 instants critiques aujourd'hui dans leur échange avec leurs clients. Dans la vie du propriétaire de l'animal, il y a 3 instants critiques. Le chiot, je vais voir le vétérinaire pour lui donner les vaccins, le soigner. Il est malade, je prends l'exemple du chien, ça peut être n'importe quel animal. Il est malade, je vais voir le vétérinaire. Il est en souffrance en fin de vie, je vais voir le vétérinaire. Leur enjeu, c'est d'avoir un continuum de relations avec le client, qui ne soit plus simplement sur ces 3 moments critiques, mais créer tout un ensemble de services autour de l'écosystème du client. Ça peut être les éleveurs, ça peut être les vétérinaires, ça peut être d'autres acteurs, pour faire en sorte que je crée des services qui vont permettre aux clients et à l'entreprise, en l'occurrence Aurel Canin, de continuer à échanger, de personnaliser les services, de comprendre et quelque part d'augmenter ce continuum de la relation client pour vendre de plus en plus de services associés, mais également aux produits qui, in fine, est l'alimentation et la nutrition. L'exemple de l'automobile, on a Renault, l'alliance Renault-Nissan comme client, je peux vous parler de Ford, de General Motors. McKinsey a déclaré que dans les 20 prochaines années, il y avait, d'ici à 2020, 1,3 trillion de dollars de marché sur les services connectés dans la voiture. Ce n'est plus donc j'achète une voiture, c'est autour de l'expérience de transport, et c'est on va retrouver d'autres clients comme la SNCF potentiellement. Autour de l'expérience de transport, je vais enrichir, je vais comprendre. Donc concrètement, qu'a fait Ford, je ne peux pas parler de Renault dans le détail, Renault Alliance dans le détail, mais Ford par exemple, ils ont créé une application mobile qui s'appelle Ford Pass. Le moteur de monétisation associé, c'est Zura. Et aujourd'hui, il propose des services très simples, du type, vous prenez votre voiture, eh bien, je vais être capable de vous proposer de réserver un parking et de le payer à une destination. Vous avez des enfants, je vais vous mettre à disposition à partir de votre compte Netflix des services pour visionner des films. Il y a tout un ensemble de services loqués, fermés, déverrouiller la voiture. Ils créent tout un ensemble de services, ils explorent, ils itèrent pour essayer de créer une expérience autour du transport et non plus simplement axée sur la vente du produit. Oui, d'ailleurs, je vous interromps parce que ça me fait penser à une autre étude de McKinsey qui disait que finalement une voiture était 97% du temps au parking. Donc en gros, elle ne servait à rien. Vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs l'un des services proposés par Ford Pass dans l'application que je citais précédemment, qui vous donne la possibilité d'identifier toutes les voitures Ford disponibles autour de vous et de pouvoir les louer. Et ils ont mis en place un principe de monétisation pour que le propriétaire de la voiture soit rémunéré dans le cadre de l'emprunt, l'utilisation de la voiture Ford qui est disponible. C'est le principe de l'asset qu'on va chercher à optimiser, à monétiser sur des nouveaux parcours systématiquement avec une plateforme de monétisation agile comme Zura. D'accord. Alors, parmi vos clients, il y en a un aussi qui est assez connu parce que c'est un grand industriel français, c'est Schneider Electric. Schneider Electric personnifie parfaitement encore l'objet. Qui était un utilisateur de RP de longue date, je suppose. Et qui continuera à l'être, bien entendu. Schneider Electric était confronté à un moment, on a signé ce client il y a près de 3 ans. C'est un de nos plus premiers gros clients mondiaux. Et ils étaient confrontés à une situation dans laquelle ils ont vu arriver des acteurs comme Nest. Des acteurs un peu disruptifs, qui capturaient les usages et qui commençaient, rachetés par Google bien entendu, dont l'objectif est de comprendre tous les usages sur toute votre vie, professionnelle et personnelle. Mais Schneider était confronté à une situation où, en tant qu'industriel, ils ne connaissaient pas suffisamment leurs clients. C'est-à-dire qu'ils produisaient, la stratégie était de produire de plus en plus de produits, il y avait des intermédiaires distributeurs qui arrivaient, qui prenaient possession, qui achetaient les produits, ensuite ils étaient distribués, selon les canaux avec des stratégies différentes. Et bien souvent, en dehors des 20% de très grands comptes gérés en direct par Schneider Electric, eh bien les 80% étaient des clients finaux qui n'étaient pas forcément connus. Donc ils ont mis en place une stratégie autour des produits connectés, autour de sensors, pour pouvoir développer la mise à disposition au travers de la captation des usages. Donc c'est le principe de l'IoT, les objets connectés. Vous mettez des sensors, vous comprenez les usages qui sont faits des produits, vous comprenez les habitudes de vos clients et vous êtes capable, une fois que vous mettez à leur disposition de ces clients finaux cette information sur la manière dont ils utilisent le produit, vous êtes capable de créer des nouveaux services. Concrètement, Schneider aujourd'hui a toute une infrastructure de pilotage de l'efficacité énergétique d'un immeuble par exemple. C'est pour rendre leurs clients, ils vont piloter l'énergie et ils vont, avec leurs produits, capturer ces informations. Et donc fournir du service. Et donc aujourd'hui, ils sont capables de fournir des services en mode outsourcing pour pouvoir optimiser le chauffage selon les moments de fréquentation les plus importants dans l'immeuble, générer des économies d'énergie. Et ils ont aujourd'hui pour ambition, c'est un exemple, de basculer 20% de leur chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années sous forme de services digitaux. Je capture, je mets à disposition l'information, j'explique comment je peux optimiser, je laisse le client souscrire à ce service et je crée de la valeur. Et je suis même capable de faire du cloud to cloud. Imaginez, Schneider pilote l'efficacité énergétique d'un immeuble. En haut de l'immeuble, il y a un fournisseur d'énergie avec des panneaux solaires qui lui-même est dans le cloud. Ils vont être capables d'accoster l'offre de ce tiers sur leur parcours client. L'idée pour eux, c'est de créer une plateforme
d'accueil de nouveaux services qu'ils vont monétiser avec Zuora. L'ID, le client, c'est la stratégie de Google, d'Amazon, de Facebook, créer la fiche d'identité du client, être capable de comprendre les usages, ses attentes, et petit à petit, en apprenant, c'est ce que permet de faire Zuora, en comprenant les usages, développer des nouveaux services rapidement, enrichir la compréhension des attentes du client, et petit à petit être capable d'anticiper des upsells, de nouvelles offres, voire des churns, si le client est moins engagé, si les usages baissent, et comprendre de s'adapter, proposer au client une offre moindre, le garder comme client plutôt qu'il churn, et continuer à monétiser. Je peux vous dire qu'il y a, pour certains fournisseurs, il y a encore du travail à faire. Je ne citerai pas de nom, mais ils sont dans les télécoms, et pourtant je les ai appelés un certain nombre de fois, mais ils n'ont toujours pas compris qu'un jour ou l'autre, s'ils continuent, je vais peut-être changer. Ça me fait penser à une remarque que faisait Thierry Breton dans une présentation que j'étais récemment. Il disait je conseille à tous mes clients de collecter les données, même s'ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils vont en faire, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont pouvoir les utiliser pour soit vendre du service, soit les utiliser pour améliorer leur propre efficacité. Alors, on va revenir sur Zuora lui-même en tant qu'entreprise, créée en 2007, donc vous avez dit 800 clients, vous avez levé 240 millions de dollars, donc c'est beaucoup d'argent, mais l'argent ça se dépense surtout quand on est une entreprise déjà de taille assez importante. La prochaine étape, c'est quoi? On parle, alors il y a comme d'habitude, il y a plusieurs solutions. Soit vous vous faites racheter par un de vos grands concurrents. Bon, on cite les éditeurs de RP seraient évidemment relativement naturels, mais a priori, ce n'est pas dans votre idée. Et on parle d'une introduction en bourse dans les trimestres qui viennent. Donc, c'est le genre de choses dont on ne parle pas trop, mais où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion-là? Alors, je peux communiquer les choses qui ont été officiellement communiquées par notre CEO. On parle effectivement d'une entrée en bourse dans les trimestres à venir. C'est un sujet qui est plus que d'actualité. Et étant dans la société, je vous confirme que l'organisation se structure pour se mettre en position d'aller sur le marché et devenir une société. Donc, ce serait plutôt 2018, 2019? C'est pas défini précisément. Voilà. Ce sera d'ici 18 mois. Et alors, sans donner de date, est-ce que vous trouvez que le climat aujourd'hui est plus favorable à ce qu'on a connu ces dernières années? Et on voyait bien que les introductions en bourse sont devenues beaucoup plus rares. Il y a eu beaucoup plus d'investissements privés. Est-ce que le climat est en train de changer un petit peu en ce moment? Oui, je pense que c'est un bien pour tout le monde. Je prends l'exemple de Zuora. On sera en bourse en étant break-even, donc en étant à l'équilibre. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus de sociétés qui, effectivement, sur des promesses, sont rentrées en bourse sans avoir un modèle économique de rentabilité abouti. Donc oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Le climat est beaucoup plus serein par rapport à ça. Il y a eu une correction quand même majeure il y a 18 mois. Mais là, le contexte est de nouveau redevenu très favorable. Très bien, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Philippe Vanhove, merci beaucoup. Merci à vous, Guy. Eh bien, merci à vous, Philippe Vanhove. Merci à vous, Guy. Et puis, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis durant ces échanges et cette intervention. Et je vous propose de nous retrouver donc la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatica News Hebdo et un nouvel invité de la semaine. À très bientôt, merci.